Ce soir-là, en regardant le sourire de mon fils, j'ai compris qu'il y avait une différence entre aimer quelqu'un et être aveugle. Je m'appelle Valentina. J'ai 62 ans. C'était un samedi après-midi de printemps. Dans mon petit appartement à Paris, j'attendais mon fils. Sur la table basse, une tasse de thé refroidissait lentement. À côté, une photo encadrée, Alejandro à 5 ans, riant aux éclats. Mais ce n'était pas seulement le thé qui refroidissait ce jour-là. C'était quelque chose en moi, quelque chose que je gardais secret depuis 6 mois. 6 mois plus tôt, mon frère Marcos était mort à Madrid, cancer du pancréas, 68 ans. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé ces 10 dernières années. La vie, la distance, les malentendus. Mais Marcos n'avait jamais eu d'enfant, jamais été marié. Et quand son avocat m'a appelé, il m'a annoncé quelque chose qui a changé ma vie en une phrase. « Madame, votre frère vous laisse l'intégralité de son patrimoine. 2 700 000 euros. 2 700 000 euros. J'avais passé 50 ans à travailler pour des salaires misérables, à compter chaque centime, à choisir entre acheter un livre ou réparer mes chaussures. Et soudain, cet argent. Je n'en avais parlé à personne. Pas encore. Je voulais réfléchir, comprendre ce que j'allais en faire. Dans ma tête, une seule certitude. Cet argent irait à Alejandro, mon fils unique, mon enfant, celui pour qui j'avais tout sacrifié. Je voulais lui annoncer la nouvelle en face, voir ses yeux briller, le serrer dans mes bras, lui dire « Tout ce que ton oncle a laissé est pour toi, mon chéri, pour ton avenir, pour tes enfants un jour. » C'était mon rêve de mère, un rêve qui allait mourir en 20 minutes. La sonnette a retenti à 15 heures précises. Alejandro est entré. Costume sombre, mallette en cuir, téléphone à la main. Il n'a même pas levé les yeux tout de suite. « Salut, maman !» Un baiser rapide sur la joue. Il s'est assis directement, sans enlever sa veste. « Tu veux un thé, mon chéri ?»« Non, je n'ai pas beaucoup de temps. » Il a posé sa mallette sur la table, ouvert son téléphone, vérifié quelque chose. Puis il m'a regardé. Pas comme on regarde une mère, comme on regarde un dossier à régler. « Maman, je vais être direct. » Sa voix était neutre, froide. « Tu travailles encore à la bibliothèque. 1 300 € par mois. C'est ridicule. Al, laisse-moi finir. » Il a levé la main. « À ton âge, cet argent ne te sert à rien. Tu ne voyages pas. Tu ne sors pas. Tu vis dans ce petit appartement depuis 20 ans. » Il a regardé autour de lui avec une expression de dédain. « Franchement, maman, à quoi bon ?» Le silence s'est installé. Un silence glacial. « Où veux-tu en venir, Alejandro ?» Il a souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Vous n'avez plus besoin d'argent, maman. Désormais, tout votre salaire ira sur mon compte. » Il a dit cela comme on dit « il va pleuvoir demain », sans émotion, sans excuse, sans même essayer de rendre la chose acceptable. « Comment ? Ton salaire ? Je vais le gérer. » Il a sorti des papiers de sa mallette. « J'ai déjà préparé les documents. On ira à la banque la semaine prochaine. Tu signes une procuration et c'est réglé. » Mon cœur s'est arrêté. Mais, Alejandro, c'est mon salaire. J'en ai besoin pour... Pourquoi ? Il m'a coupé, agacé. Pour payer ce loyer ridicule ? Pour acheter du thé ? Maman, soyons sérieux. Tu n'as besoin de rien. Et comment je vais vivre ? Il a haussé les épaules. Tu vivras, comme tu as toujours vécu, simplement. Sans argent ? Tu n'en as jamais eu beaucoup de toute façon. Ça ne changera rien. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une lucidité brutale, aveuglante. J'ai regardé cet homme, mon fils, l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, nourri, habillé, éduqué seul après que son père nous ait abandonnés. L'enfant pour qui j'avais travaillé 2 emplois pendant 15 ans, pour qui j'avais renoncé à tout. Et voilà ce qu'il était devenu. Un homme qui voulait prendre jusqu'à mon dernier centime, sans même prétendre qu'il s'occuperait de moi, sans même mentir. Il voulait me laisser vivante, mais sans rien, sans dignité, sans autonomie, comme un animal qu'on nourrit parce qu'il faut bien, mais qu'on ne respecte pas. Tu comprends, maman ? Il rangeait déjà ses papiers. C'est mieux pour tout le monde. Je gère, tu te reposes. Simple, simple. Ma vie réduite à simple. Mon existence réduite à « tu n'as besoin de rien ». À cet instant, dans ma tête, une décision s'est prise, froide, définitive, irrévocable. Ces 2 700 000 € que j'avais gardés secrets pendant 6 mois.
C'est 2 700 000 € que je voulais lui donner avec amour. Ces 2 700 000 € n'iraient jamais à Alejandro. Jamais. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai fait semblant d'accepter. D'accord, mon chéri. Si tu penses que c'est nécessaire. Il s'est levé, satisfait. Parfait. Je passerai te chercher jeudi prochain. 15 heures. Sois prête. Il est parti, sans même se retourner. La porte s'est refermée. Je suis restée seule dans le silence. J'ai regardé la photo d'Alejandro enfant. Ce petit garçon innocent qui n'existait plus. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai réfléchi. J'ai pensé à toutes ces personnes âgées que je voyais à la bibliothèque, seules, abandonnées, sans famille, sans personne pour les aider. J'ai pensé à cette femme de 80 ans qui venait chaque jour lire les journaux parce qu'elle n'avait personne à qui parler. J'ai pensé à cet homme de 75 ans qui dormait parfois sur les bancs du square parce que ses enfants l'avaient mis dehors. Et j'ai compris ce que j'allais faire. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire. Le mardi, j'ai contacté une fondation qui s'occupe des personnes âgées abandonnées par leur famille. Le mercredi, j'ai signé les papiers. 2 700 000 € pour ceux qui n'avaient là plus rien. Pour ceux que leurs enfants avaient oubliés. Pour ceux qui, comme moi, avaient compris que le sang ne garantit pas l'amour. Jeudi après-midi, quand Alejandro est venu me chercher pour aller à la banque, j'étais prête. J'avais mon sac, mon manteau, mon sourire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il me conduisait vers cette banque pour voler mon salaire, la vie, elle, préparait sa propre leçon. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans le noir, les yeux ouverts, regardant le plafond que je connaissais par cœur. Chaque fissure, chaque trace d'humidité. Ce plafond me racontait 30 ans de ma vie. 30 ans dans ce petit appartement. 30 ans de sacrifices. Et dans ma tête, les souvenirs défilaient comme un film ancien. Un film douloureux. Je me souvenais d'Alejandro bébé. 3 kilos de sang. Si petit, si fragile. Son père nous avait quittés 2 mois avant sa naissance. Je ne suis pas fait pour être père, avait-il dit avant de disparaître. J'avais 27 ans, seule, enceinte, sans argent. Mais j'avais juré devant ce ventre rond. Toi, mon enfant, tu ne manqueras de rien. Et je n'ai pas menti. J'ai travaillé. Dieu sait que j'ai travaillé. Le matin à la boulangerie, debout à 5 heures. Le soir comme femme de ménage dans un hôtel. Parfois, je rentrais à minuit. Alejandro dormait déjà, gardé par la voisine. Je m'asseyais à côté de son lit. Je regardais son petit visage paisible, ses cheveux noirs, ses joues rondes, et je pleurais de fatigue, mais aussi de bonheur, parce qu'il était là, mon fils, mon miracle. Je me souvenais de son premier jour d'école, il avait 5 ans. Son cartable était trop grand pour lui. Je l'avais accompagné jusqu'à la grille. « Maman, tu reviendras me chercher ?»« Toujours, mon chéri, toujours. » Il m'avait embrassé, fort. Puis il était parti en courant, sans se retourner. C'était déjà un signe. Mais je ne l'avais pas vu. Les années avaient repassé. J'avais continué à travailler. Toujours 2 emplois, parfois 3, pour ses vêtements, ses livres, ses sorties scolaires. Quand il avait 15 ans, il m'avait dit « Maman, je veux faire une grande école de commerce. Tu iras, mon chéri. Je te le promets. » J'avais emprunté, travaillé encore plus, économisé sur tout, sur moi. Pendant 5 ans, je n'avais acheté aucun vêtement neuf, aucun. Je portais les mêmes 3 robes, lavées, recousues, jusqu'à l'usure. Mais Alejandro, lui, avait tout. Les meilleurs professeurs particuliers, les séjours linguistiques à Londres, le dernier ordinateur. « Merci, maman. » Il me disait cela parfois, vite, entre 2 portes. Puis il avait 20 ans, puis 25, puis 30. Et quelque chose avait changé. Ses visites s'espaçaient. Ses appels se faisaient rares. Quand il venait, il regardait son téléphone plus qu'il ne me regardait. Moi, tu travailles trop, Alejandro. C'est la vie, maman. Il faut réussir. Réussir. Il avait réussi. Bel appartement, belle voiture, beau costume. Mais quand je le regardais dans les yeux, je ne retrouvais plus mon petit garçon. Je retrouvais un étranger. Un étranger qui, samedi dernier, était venu me dire qu'il allait prendre mon salaire. Sans même prétendre que c'était pour mon bien. Juste parce que, selon lui, je n'en avais pas besoin. Allongée dans mon lit, j'ai serré les draps entre mes mains.
J'ai pensé à ces 2 700 000 euros. 6 mois plus tôt, quand l'avocat m'avait appelé, j'avais pleuré. De choc, de tristesse pour Marcos, mais aussi de soulagement. Enfin, j'ai pensé. Enfin, je vais pouvoir aider Alejandro, lui offrir une vraie sécurité. J'avais imaginé sa réaction. Ses yeux qui s'illuminent, ses bras autour de moi. Merci maman, pour tout. J'avais gardé le secret pendant 6 mois. Je voulais le lui dire en face, au bon moment. Mais samedi, il m'avait montré qui il était vraiment. Un homme capable de prendre le dernier centime de sa mère, sans honte, sans remords. Et cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai compris quelque chose de terrible. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, lui donner toute sa vie, et réaliser un jour que cet amour était à sens unique, que cet enfant qu'on a porté, nourri, élevé, ne nous voit plus comme une mère, mais comme une ressource, un distributeur automatique, quelque chose dont on peut se servir. Le mercredi matin, je suis allée chez mon notaire, Maître Dubois, un homme de 60 ans, sérieux, doux. « Madame Valentina, que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise en face de lui. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Je veux faire une donation. L'intégralité de l'héritage de mon frère. Il a ouvert un dossier. À votre fils, je suppose. Non. Le silence s'est installé. Il m'a regardé, surpris. Non? Non. Je veux donner cet argent à la Fondation Les Racines Oubliées, celle qui s'occupe des personnes âgées abandonnées par leur famille. Madame, c'est une somme considérable. 2 700 000 euros. Vous êtes certaine? Certaine. Et votre fils? J'ai souri. Un sourire triste. Mon fils a décidé qu'il n'avait plus besoin de moi comme mère, seulement comme source de revenus. Maître Dubois a hoché la tête lentement. Il avait compris. Très bien. Je prépare les documents. Vous pourrez signer demain. Le jeudi matin, je suis retournée chez lui. J'ai signé les papiers, un par un, calmement. 2 700 000 euros. Parti. Pas pour mon fils, pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Maître Dubois m'a regardé avec respect. « Vous êtes une femme courageuse, madame. » Non, je suis juste une femme lucide. Le jeudi après-midi, à 15 heures précises, Alejandro a sonné à ma porte. J'étais prête, manteau gris, sac noir, cheveux attachés. « On y va, maman ?» Il ne souriait même pas. C'était une corvée pour lui. « Oui, mon chéri. » Dans la voiture, il n'a pas parlé. Il conduisait vite, concentré sur son téléphone posé sur le tableau de bord. Moi, je regardais Paris défiler par la fenêtre. Cette ville où j'avais tout donné. Cette ville où mon fils venait de perdre une fortune. Sans même le savoir encore. Nous sommes arrivés à la banque. BNP Paribas, boulevard Haussmann. Un bâtiment imposant, froid. Alejandro est descendu rapidement. Il a ouvert ma portière avec impatience. « Allez, maman, on n'a pas toute la journée. » Nous sommes entrés. Le hall était silencieux. Quelques clients attendaient. Un couple âgé, un jeune homme en costume. Alejandro s'est dirigé directement vers l'accueil. J'ai rendez-vous avec Monsieur Arnaud. Dossier procuration. La réceptionniste a vérifié son ordinateur. Oui, bureau 3. Il vous attend. Nous avons traversé le hall. Mon cœur battait lentement, calmement. Alejandro, lui, marchait vite, pressé d'en finir, pressé de prendre mon argent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ce même bâtiment, 2 étages plus haut, un autre employé de banque avait devant lui un dossier. Mon dossier. Un dossier qui indiquait qu'un virement de 2 700 000 euros avait été effectué la veille, vers la Fondation Les Racines Oubliées, et que le compte de Madame Valentina Santos était maintenant vide. Nous sommes entrés dans le bureau 3. Monsieur Arnaud s'est levé. Costume bleu marine, lunettes fines. « Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. » Alejandro s'est assis, confiant, sûr de lui. Moi, je me suis assise lentement, les mains sur mon sac. Monsieur Arnaud a ouvert son ordinateur. Alors, dossier procuration. Madame Santos souhaite donner accès à son compte courant à son fils, Monsieur Alejandro Santos. C'est bien cela? Exactement. Alejandro a sorti les papiers de sa mallette. Voici les documents. Tout est prêt. Il suffit qu'elle signe. Monsieur Arnaud a pris les papiers, les a parcourus, puis il a tapé quelque chose sur son clavier. Et là, son visage a changé. Ses sourcils se sont froncés. Il a regardé l'écran. Puis moi. Puis Alejandro. « Monsieur Santos, Oui ?» Alejandro commençait à s'impatienter.
Je crois qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le silence dans le bureau était épais. Monsieur Arnaud regardait son écran d'ordinateur, puis moi, puis Alejandro. Il avait cette expression que j'avais apprise à reconnaître au fil des années. Celle des gens qui découvrent quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore complètement. Quelque chose que je dois savoir? Alejandro a répété, agacé. Écoutez, tout est en ordre. Les papiers sont là. Ma mère est d'accord. Il suffit qu'elle signe et qu'on transfère son salaire mensuel sur mon compte. C'est simple, non? Simple. Ce mot encore. Monsieur Arnaud a ajusté ses lunettes. Monsieur Santos, Il a regardé dans ma direction. Madame, puis-je vous poser une question? J'ai hoché la tête. Êtes-vous au courant que votre compte a connu une activité inhabituelle ces derniers jours? Alejandro s'est redressé sur sa chaise. Une activité inhabituelle? Quel genre d'activité? Le banquier ne le regardait pas. Il me regardait moi. Madame Santos, un virement important a été effectué hier depuis votre compte épargne. Un virement de... Il a vérifié à nouveau son écran. 2 700 000 €. Le temps s'est arrêté. Alejandro est devenu blanc. Complètement blanc. Quoi? Sa voix était à peine audible. 2 millions. Quoi? Monsieur Arnaud a tourné son écran vers nous. Les chiffres étaient là. Nets. Précis. Compte épargne Valentina Santos. 2 700 000 €. Virement effectué le 22 octobre 2025. Bénéficiaire, Fondation Les Racines Oubliées. Solde actuel, 0 €. Alejandro a fixé l'écran. Ses mains tremblaient. Maman. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient immenses. Maman, d'où vient cet argent? Je l'ai regardé calmement. De mon frère Marcos. Il est mort il y a 6 mois. Ton frère? Il avait du mal à respirer. Ton frère t'a laissé 2 700 000 €? Oui. Depuis 6 mois? Sa voix montait. Tu le sais depuis 6 mois? Oui. Il s'est levé brusquement. Sa chaise a reculé dans un bruit sec. Et tu ne m'as rien dit? Je suis restée assise, calme, les mains sur mon sac. Non. Pourquoi? Il criait presque maintenant. Pourquoi tu ne m'as rien dit, maman? Monsieur Arnaud a toussé, mal à l'aise. Monsieur Santos, s'il vous plaît, baissez le ton. Mais Alejandro ne l'écoutait pas. Il s'est penché vers moi, ses mains sur les accoudoirs de ma chaise. 2 700 000 €, maman. Et tu les as donnés? Il regardait à nouveau l'écran. À une fondation? Une fondation pour vieux abandonnés? Il a ri. Un rire nerveux, hystérique. C'est une blague? Dis-moi que c'est une blague. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas une blague, Alejandro. Mais, il cherchait ses mots. Cet argent, c'était pour moi. Je suis ton fils, ton seul enfant. Justement. Il s'est figé. Justement. Qu'est-ce que ça veut dire, justement? J'ai respiré profondément. Samedi dernier, tu es venu chez moi. Tu m'as dit que je n'avais plus besoin d'argent, que mon salaire devait aller sur ton compte. Tout mon salaire. Oui, et alors? C'était pour... Pourquoi, Alejandro? Ma voix était douce, trop douce. Pourquoi exactement? Tu ne m'as pas dit que tu allais t'occuper de moi, tu ne m'as pas promis que tu paierais mes factures. Tu m'as juste dit que je n'avais besoin de rien, que mon argent ne servait à rien. Il a ouvert la bouche. La refermer? Tu voulais prendre mon salaire et me laisser vivre? Comment? Avec quoi? J'ai souri. Un sourire triste. Tu voulais que ta mère vive avec rien, sans même la dignité d'avoir 1 € en poche. Ce n'est pas... Je ne voulais pas... Si, tu voulais exactement ça. Le silence est retombé. Monsieur Arnaud regardait ses mains, gêné d'assister à cette scène. Alejandro s'est laissé tomber sur sa chaise. Il avait les yeux dans le vide. 2 700 000 €. Il murmurait. Parti. Oui, parti. Pour des inconnus. Pour des gens qui en ont besoin. Il a relevé la tête brusquement. J'en avais besoin, moi aussi. Sa voix se brisait. J'ai des dettes, maman. Des dettes énormes. Mon appartement, ma voiture, tout. Je pensais que ton salaire pourrait... Il s'est arrêté. Trop tard. Il avait trop parlé. Et là, j'ai compris. Mon fils n'était pas venu samedi pour m'aider. Mon fils était venu parce qu'il avait des problèmes d'argent. Et il avait pensé que sa mère, sa vieille mère qui travaillait à la bibliothèque, serait une solution facile. Tu as des dettes? J'ai répété lentement. Il ne répondait plus.
Il regardait le sol. Depuis combien de temps? Maman. Depuis combien de temps, Alejandro? 1 an, peut-être 2. Sa voix était faible. J'ai fait des investissements. Ça n'a pas marché. J'ai emprunté. Beaucoup. Et tu as pensé que prendre le salaire de ta mère était la solution. Il a relevé les yeux vers moi. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de terrible. De la colère. De la haine. Si tu m'avais parlé de cet héritage, maman. Si tu m'avais fait confiance. Il serrait les poings. Tout aurait été différent. Tout. Mais non. Tu as préféré donner mon argent à des étrangers. Ton argent? Oui, mon argent. Il criait à nouveau. Je suis ton fils. Cet argent me revenait de droit. Monsieur Arnaud s'est levé. Monsieur Santos, je vais devoir vous demander de sortir si vous continuez à... À quoi? À dire la vérité? Alejandro s'est tourné vers lui. Ma mère vient de me voler 2 700 000 €. Je ne vous ai rien volé, Alejandro. Ma voix était calme, glaciale. Cet argent était à moi. Et j'en ai fait ce que je voulais. Tu es folle. Il a reculé. Complètement folle. Peut-être. Tu vas le regretter. Je ne crois pas. Il m'a regardé une dernière fois. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose mourir. Quelque chose que j'avais essayé de garder vivant pendant 35 ans. L'illusion que mon fils m'aimait. Sans un mot de plus, il est sorti du bureau. La porte a claqué. Monsieur Arnaud s'est rassis lentement. Madame Santos, je suis... Désolé que vous ayez dû... Ce n'est rien. J'ai souri. C'était nécessaire. Vous souhaitez toujours mettre en place cette procuration pour votre salaire? Non. Plus maintenant. Très bien. Il a refermé le dossier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, merci. Je me suis levé. J'ai pris mon sac. J'ai quitté le bureau. Dans le hall de la banque, Alejandro n'était plus là. Il était parti. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, douce, presque apaisante. J'ai marché lentement sur le boulevard Haussmann. Les gens couraient pour se mettre à l'abri. Pas moi. Je laissais l'eau couler sur mon visage. Je me sentais légère, vide, peut-être, mais légère. J'avais perdu un fils aujourd'hui, mais j'avais retrouvé quelque chose de plus important, ma dignité. Le soir même, dans mon appartement, j'ai reçu un message, un numéro inconnu. « Tu vas payer pour ça ». C'était Alejandro. J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai supprimé le numéro, et j'ai éteint mon téléphone. Ce que mon fils ne savait pas encore, c'est que la vie allait lui apprendre ce que je n'avais pas réussi à lui enseigner, que l'argent pris par cupidité ne construit rien, que les dettes contractées par orgueil finissent toujours par se payer, et que le mépris envers ceux qui nous ont tout donné, se retourne toujours contre nous. J'allais le découvrir dans les semaines suivantes, parce que la vie, parfois, est une bien meilleure enseignante qu'une mère. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours suivants ont été étranges, silencieux, vides, comme si une tempête était passée et avait tout emporté avec elle. Mon téléphone restait éteint. Je l'avais rangé dans un tiroir de ma commode, sous mes vieux foulards, là où je ne le voyais plus. Je ne voulais pas savoir si Alejandro essayait de me contacter. Je ne voulais pas lire ses messages. Je ne voulais plus rien de lui. Le vendredi matin, je suis retourné travailler à la bibliothèque. Comme d'habitude, 9 heures, porte arrière, escalier de service. Madame Rousseau, ma collègue depuis 15 ans, m'a regardé bizarrement. « Valentina, tout va bien? Tu as l'air différente. » « Différente comment? » « Je ne sais pas. » Elle a incliné la tête. Plus légère, ou plus triste. Je n'arrive pas à savoir. J'ai souri. Les deux, peut-être. Elle n'a pas insisté. La matinée a passé lentement. Ranger les livres, aider les lecteurs, scanner les retours, gestes mécaniques, réconfortants. Vers 11 heures, une femme âgée est entrée. Madame Berger, 82 ans. Elle venait tous les vendredis depuis 3 ans. Toujours seule, toujours habillée avec soin. Robe grise, perles au cou, cheveux blancs coiffés impeccablement. Elle s'installait toujours à la même table, près de la fenêtre, et lisait Le Monde de bout en bout. Ce matin-là, en lui apportant le journal, je me suis assise à côté d'elle. « Madame Berger, je peux vous poser une question ?» Elle a levé les yeux, surprise. « Bien sûr, ma chère. Vous vivez seule ?»« Oui, depuis que mon mari est mort. Ça fait 12 ans maintenant. Et vous avez des enfants ?» Son visage s'est assombri. Juste une seconde. Puis elle a souri. Un sourire forcé. 2 fils.
L'un vit en Australie, l'autre à Marseille. Ils viennent vous voir? Non. Elle a baissé les yeux. Plus depuis longtemps. Pourquoi? Elle a hésité, puis elle a regardé par la fenêtre. Parce que je n'ai plus rien à leur donner, je suppose. Sa voix était douce, résignée. Quand mon mari est mort, ils sont venus pour l'héritage. Ensuite, plus rien. Quelques coups de fil par an. À Noël, parfois. Mon cœur s'est serré. Et vous leur en voulez? Je leur en ai voulu, au début. Elle a souri tristement. Puis j'ai compris que la rancune ne sert à rien. Elle ne change pas les gens. Elle nous ronge, nous. Alors vous avez pardonné? Non. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas pardonné. J'ai juste lâché prise. C'est différent. Comment on fait ça, lâcher prise? On accepte que certaines personnes, même nos enfants, ne seront jamais ce qu'on espérait. Elle a pris ma main. Et on trouve sa paix ailleurs, dans les petites choses. Un livre, un rayon de soleil, un sourire d'inconnu. Je suis restée silencieuse. « Vous avez des problèmes avec votre fils, n'est-ce pas ?» Elle a demandé doucement. « Oui. Il vous a déçu? Plus que ça, il m'a brisé. Alors vous savez déjà tout. » Elle a serré ma main. « La douleur passera. Pas complètement, mais elle deviendra supportable. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous serez fiers d'avoir choisi votre dignité plutôt que l'illusion. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a repris son journal. Et moi, je suis retournée à mon travail. Mais ces mots sont restés avec moi toute la journée. Choisir sa dignité plutôt que l'illusion. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai rallumé mon téléphone. 37 messages, tous d'Alejandro. Je les ai lus un par un. Les premiers étaient furieux. « Tu es folle! Tu as détruit ma vie! Comment tu as pu me faire ça ?» Puis ils sont devenus suppliants. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. On peut en parler. Je suis désolée. » Puis désespérée. « Ils vont saisir mon appartement. Je n'ai plus rien. Aide-moi, maman, s'il te plaît. » Et enfin, le dernier message, reçu il y a 1 heure. « Tu vas payer pour ça. Je te le jure. » J'ai regardé ce message longtemps, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai bloqué le numéro de mon fils, et j'ai ressenti rien. Ni tristesse, ni colère, ni regret. Juste un grand vide. Un vide qui, étrangement, ressemblait à de la paix. Ce soir-là, j'ai ouvert mon placard. J'ai sorti une boîte en carton que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, des photos. Alejandro bébé, Alejandro enfant, Alejandro adolescent. Toutes ces années, toutes ces photos où je souriais à côté de lui. J'ai regardé ces images une dernière fois. Puis j'ai refermé la boîte. Je l'ai remise au fond du placard. Ces souvenirs appartenaient à une autre vie, à une autre femme. Une femme qui croyait encore que l'amour d'une mère pouvait tout sauver. Mais cette femme n'existait plus. À sa place, il y avait moi, Valentina, 62 ans, seule, sans argent, sans enfant, mais debout. Le dimanche, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. « Madame Santos ?»« Oui, ici Sophie Marchand, de la Fondation Les Racines Oubliées. » Mon cœur s'est accéléré. « Oui, je vous appelle pour vous remercier. Votre donation, elle va changer tellement de vies. » Sa voix était chaleureuse, sincère. « Grâce à vous, nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle maison d'accueil à Bordeaux, pour 15 personnes âgées sans famille. » J'ai fermé les yeux. « Merci. »« Non, madame, c'est nous qui vous remercions. » Elle a hésité. « Si vous le souhaitez, nous aimerions que vous veniez nous rendre visite, voir où va votre argent, rencontrer les résidents. »« J'aimerais beaucoup. »« Parfait. Je vous envoie l'adresse. À très bientôt, madame Santos. » Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon fauteuil en velours bleu. La photo d'Alejandro enfant était toujours sur la table basse. Je l'ai prise. Je l'ai regardée une dernière fois. Ce petit garçon innocent, ses yeux rieurs, ses joues rondes. « Pardon, » j'ai murmuré. « Pardon de ne pas avoir su te garder. » Puis j'ai retourné le cadre, face contre la table. Dehors, le soleil se couchait sur Paris. Les rues s'illuminaient. La vie continuait. Et quelque part dans cette ville, mon fils découvrait que l'argent volé ne construit rien, que les dettes contractées par cupidité finissent toujours par nous rattraper, et que parfois, la plus grande punition, ce n'est pas ce que les autres nous font, c'est ce que nous nous faisons à nous-mêmes. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 3 semaines ont passé. 3 semaines de silence. 3 semaines
où j'ai appris à vivre avec cette absence, l'absence d'un fils. Ce n'est pas comme une mort. Une mort, on la pleure, on fait son deuil, on avance. Mais ça, c'était différent. C'était vivre en sachant que quelque part dans cette ville, mon enfant existait, respirait, marchait, mais n'était plus le mien. Je travaillais, je rentrais, je lisais, je dormais. Une routine simple, apaisante, jusqu'à ce mardi matin. J'étais à la bibliothèque, en train de ranger les nouveaux arrivages, quand une femme est entrée. La cinquantaine, élégante, tailleur noir, cheveux courts, regard dur. Elle a marché directement vers moi. « Valentina Santos ? » ?»« Oui, je m'appelle Nathalie Moreau, je suis avocate. » Elle a sorti une carte de visite. « Puis-je vous parler ? En privé ?» Mon cœur s'est serré. « C'est à propos de mon fils ? » ?»« Oui. » Nous nous sommes installés dans la petite salle de repos, à l'arrière de la bibliothèque. Elle s'est assise en face de moi, a posé son attaché-case sur la table. « Madame Santos, je représente la Banque Société Générale. Votre fils, Alejandro Santos, a contracté plusieurs prêts auprès de notre établissement. Des prêts qu'il ne peut plus rembourser. Je sais, elle a levé un sourcil. Vous savez, il me l'a dit, indirectement. Bien, elle a ouvert son attaché-case. Le montant total de ses dettes s'élève à 320 000 €. Son appartement sera saisi dans 2 semaines. Sa voiture a déjà été reprise. Je suis restée silencieuse. Madame Santos, elle s'est penchée vers moi. Votre fils nous a dit que vous aviez reçu un héritage récemment. Un héritage conséquent. C'est exact. Son visage s'est légèrement détendu. Dans ce cas, nous pouvons trouver un arrangement. Si vous acceptez de... J'ai fait don de cet argent. Le silence. Elle m'a regardé comme si je venais de parler dans une langue étrangère. Pardon ? J'ai fait don de cet argent à une fondation. Il n'en reste rien. Vous... Elle a cligné des yeux. Vous avez donné votre héritage ? Oui. Tout ? Tout. Elle s'est adossée à sa chaise, visiblement sous le choc. Madame Santos, votre fils va perdre son appartement, sa réputation, son emploi. Vous comprenez ça ? Oui. Et ça ne vous dérange pas ? J'ai regardé cette femme, cette avocate qui ne comprenait pas. Madame Moreau, mon fils est venu chez moi il y a 1 mois. Il m'a dit qu'il allait prendre mon salaire, tout mon salaire, sans me demander si j'avais besoin de manger, de payer mon loyer, de vivre. Elle m'a regardée surprise. Il voulait me laisser sans rien. Ma voix était calme. Pas pour m'aider, juste pour payer ses dettes qu'il a contractées par orgueil, par cupidité. Mais c'est votre fils. Justement, c'est mon fils. J'ai souri tristement. Et c'est pour ça que ça fait si mal. Elle a rangé ses papiers lentement. Très bien, je vois que je perds mon temps ici. En effet, elle s'est levée, a pris son attaché-case. Vous savez, elle m'a regardé une dernière fois. Dans mon métier, j'ai vu beaucoup de familles détruites par l'argent. Mais une mère qui laisse son fils tomber, c'est la première fois. Je ne le laisse pas tomber, madame. J'ai soutenu son regard. Je le laisse apprendre. Elle est partie sans rien ajouter. Je suis restée seule dans cette petite salle, les mains tremblantes, pas de peur, de soulagement, parce que j'avais tenu bon. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai trouvé quelqu'un devant ma porte, une jeune femme, 28, peut-être 30 ans, cheveux blonds, yeux rouges. Elle pleurait. « Madame Santos ? » ?»« Oui, je m'appelle Chloé. » Elle a essuyé ses larmes. « J'étais la fiancée d'Alejandro. » Mon cœur s'est arrêté. « Sa fiancée ? » ?»« Oui. Enfin, plus maintenant. » Elle a reniflé. « Il a rompu il y a 2 semaines, par message. Je suis désolée. » »« Non. » Elle a secoué la tête. « Ne soyez pas désolée. Je suis venue vous prévenir. »« Me prévenir ? Alejandro. Il n'est plus lui-même. » Elle tremblait. Depuis qu'il a appris pour l'héritage, il est devenu fou. Il crie, il boit. Il dit des choses terribles. Quel genre de choses ? Il dit que vous lui avez tout volé, que vous êtes une mauvaise mère, que vous allez payer. Elle m'a regardée avec peur. Madame Santos, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de dangereux. Dangereux ? Je ne sais pas, mais il parle de vous tout le temps, avec tellement de haine. Elle a pris ma main. S'il vous plaît, faites attention. Elle est partie en courant, me laissant seule sur le palier. J'ai regardé ma porte, cette porte que je franchissais depuis 30 ans, et pour la première fois, j'ai eu peur d'entrer.
peur de ce que mon propre fils était devenu. Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai pensé à Alejandro, à ce qu'il était en train de vivre, la perte de son appartement, de sa voiture, de sa fiancée. Une partie de moi, une toute petite partie, ressentait de la pitié. Mais l'autre partie savait que c'était nécessaire, que parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Le lendemain matin, j'ai reçu un coup de fil de Madame Rousseau. « Valentina, tu ne vas pas le croire. »« Quoi ? Il y a un homme qui est venu à la bibliothèque ce matin. Il te cherchait. » Mon sang s'est glacé. Un homme ? Comment était-il ? La trentaine. Beau, bien habillé, mais... Elle a hésité. Il avait l'air désespéré. Il a demandé tes horaires, où tu habitais. Et tu lui as dit ? Bien sûr que non. Je lui ai dit que je ne donnais pas ce genre d'informations. Il est parti furieux. Merci, Christine. Valentina, c'était ton fils, n'est-ce pas ? Oui. Tu veux que j'appelle la police ? Non, pas encore. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Mon fils me cherchait. Mon fils était furieux. Mon fils était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Ce soir-là, j'ai pris la photo d'Alejandro enfant, celle que j'avais retournée. Je l'ai regardée longuement, ce petit visage innocent, ses yeux pleins de vie. « Où es-tu parti, mon bébé ?» J'ai murmuré. « Quand est-ce que je t'ai perdu ?» Mais la photo ne répondait pas. Elle ne pouvait pas, parce que ce petit garçon n'existait plus. À sa place, il y avait un homme brisé par ses propres choix, un homme qui me haïssait, un homme qui peut-être voulait me faire du mal. Et moi, j'étais juste une mère qui avait choisi sa dignité et qui allait devoir vivre avec les conséquences, toutes les conséquences, même celles que je n'avais pas prévues. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Pendant une semaine, j'ai vécu dans la peur. Pas la peur physique, la peur silencieuse, celle qui vous réveille la nuit, celle qui vous fait sursauter à chaque bruit dans l'escalier. La peur qu'un jour, en ouvrant ma porte, je trouve mon fils de l'autre côté. Mais les jours passaient, et rien ne se passait. Jusqu'à ce vendredi soir. Il était 20h. J'étais rentré tard de la bibliothèque. J'avais acheté du pain et du fromage à la boulangerie du coin. Je montais lentement l'escalier, mes sacs à la main, quand je l'ai vu, assis sur la dernière marche, devant ma porte. Alejandro. Mon cœur s'est arrêté. Il n'avait plus rien du jeune homme élégant qui était venu chez moi un mois plus tôt. Son costume était froissé, sale. Ses cheveux étaient longs, mal coiffés. Il avait une barbe de plusieurs jours. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ses yeux. Des yeux vides, creusés, morts. « Bonsoir, maman. » Sa voix était rauque, épuisée. « Alejandro, tu peux ouvrir ?» Il s'est levé lentement. « S'il te plaît, il faut qu'on parle. » Toutes les fibres de mon corps me disaient de partir, de courir, d'appeler quelqu'un. Mais je suis restée, parce que c'était mon fils, parce que malgré tout, une partie de moi espérait encore. J'ai ouvert la porte. Il est entré derrière moi, lentement, comme un homme qui n'a plus de force. Nous nous sommes assis, lui dans le fauteuil, moi sur le canapé. Le silence était lourd, épais. « Tu as l'air fatigué », j'ai dit doucement. Il a ri, un rire amer. « Fatigué ?» Il a regardé autour de lui. « Maman, je n'ai plus d'appartement, plus de voiture, plus de travail, plus de fiancé. » Il m'a fixé. Je dors dans ma voiture depuis 2 semaines. Enfin, dans la voiture d'un ami qui a eu pitié de moi. Mon cœur s'est serré. « Alejandro, ne dis rien. » Il a levé la main. « Je ne suis pas venu pour que tu me plaignes. Je suis venu pour comprendre. » « Comprendre quoi ? Pourquoi ?» Sa voix tremblait. « Pourquoi tu m'as fait ça ? Fait quoi ? Détruis ma vie !» il a crié. Puis s'est calmé. « 2 700 000 €, maman. Tu les as donnés à des inconnus, alors que ton fils, ton propre fils, se noyait dans les dettes. Tu voulais prendre mon salaire. » « Oui, et alors ?» Il s'est penché vers l'avant. « J'en avais besoin. J'allais tout perdre. Tu ne comprenais pas ça ? » Je comprenais parfaitement. Ma voix était calme. « Tu voulais me laisser sans rien pour sauver ta peau, pour survivre. » « Non, Alejandro. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Pas pour survivre, pour continuer à vivre au-dessus de tes moyens, pour garder ton appartement luxueux, ta voiture allemande, tes costumes à 1 000 €. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée. « Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais vivre sans mon salaire ?
J'ai continué. Tu t'en fichais, parce que dans ta tête, j'étais juste une ressource, un distributeur automatique. Ce n'est pas vrai. Si, j'ai souri tristement. Et tu veux savoir quelque chose? Pendant 6 mois, j'ai gardé le secret de cet héritage. 6 mois. Tu sais pourquoi? Il ne répondait pas. Parce que je voulais te faire une surprise. Ma voix se brisait. Je voulais t'annoncer que tout cet argent était pour toi, pour ton avenir, pour tes enfants. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Oui, j'ai essuyé une larme. Tout était pour toi, parce que je suis ta mère. Et que malgré tout, malgré ton absence, tes visites rares, ton indifférence, je t'aimais encore. Le silence est tombé comme une pierre. Mais ce samedi-là, j'ai continué. Ce samedi où tu es venu me dire que tu allais prendre mon salaire, j'ai compris. J'ai compris qui tu étais vraiment devenu. Maman, un homme capable de voler sa mère. Ma voix était dure maintenant. Un homme capable de la laisser sans rien, sans dignité, sans même la possibilité d'acheter son pain. Je ne savais pas pour l'héritage, il criait. Si j'avais su, jamais je n'aurais... Quoi? Je l'ai coupé. Jamais tu n'aurais quoi, Alejandro? Demander mon salaire? Il s'est tu. La question n'est pas de savoir si tu connaissais l'héritage, j'ai dit doucement. La question est, pourquoi as-tu cru que tu pouvais prendre le salaire d'une femme de 62 ans qui travaille 50 heures par semaine? Il regardait le sol. Ah, pourquoi tu pensais que c'était acceptable? Toujours le silence. Parce que tu ne me vois plus comme une personne, Alejandro. Ma voix était tremblante. Tu me vois comme quelque chose qui t'appartient, quelque chose dont tu peux disposer. Non. Si. J'ai essuyé mes larmes. Et c'est pour ça que j'ai donné cet argent. Pas pour te punir, pas par vengeance, mais parce que j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Que te donner cet argent, ce serait te tuer. Il a relevé la tête brusquement. Te tuer doucement, j'ai expliqué. Parce que tu n'aurais rien appris, tu aurais payé tes dettes, gardé ton appartement, continué ta vie. Et dans 10 ans, tu serais revenu, pour demander plus, parce que tu n'aurais jamais compris la valeur des choses. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Exactement. J'ai soutenu son regard. Maintenant, tu n'as plus rien. Et peut-être que c'est exactement ce dont tu avais besoin. Il s'est levé brusquement, a marché vers la fenêtre. Tu ne comprends pas. Sa voix était brisée. Je suis ruiné, maman. Ruiné. Plus personne ne veut m'embaucher. Ma réputation est détruite. Mes amis m'ont abandonné. Tes amis? J'ai demandé doucement. Ou les gens qui aimaient ton argent? Il s'est retourné. Les larmes coulaient sur son visage. Chloé est partie. La femme que je voulais épouser. Elle est partie. Elle est venue me voir. Quoi? Elle m'a dit que tu étais devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Quelqu'un de violent, de colérique. Je n'ai jamais été violent avec elle. Peut-être pas physiquement. J'ai dit calmement. Mais il y a d'autres façons de faire mal. Il s'est laissé tomber contre le mur, a glissé jusqu'au sol. Et là, mon fils de 35 ans s'est mis à pleurer. Pas comme un homme, comme un enfant. J'ai tout perdu, maman. Tout. J'aurais pu me lever, le prendre dans mes bras, le consoler, comme j'avais fait 1000 fois quand il était petit. Mais je suis restée assise, parce que ce n'était pas ce dont il avait besoin. Tu n'as pas tout perdu, Alejandro. Il m'a regardé à travers ses larmes. Tu as perdu des choses, j'ai dit doucement, des choses matérielles, un appartement, une voiture, un travail, mais tu n'as pas perdu l'essentiel. L'essentiel? Il a ri amèrement. Qu'est-ce qui me reste? Toi. J'ai soutenu son regard. Il te reste toi. Et la possibilité de devenir quelqu'un de meilleur. Comment? Comment je peux devenir meilleur quand je n'ai plus rien? C'est justement quand on n'a plus rien qu'on découvre qui on est vraiment. Il a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Si, je comprends parfaitement. J'ai pris une profonde inspiration. Parce que moi aussi j'ai tout perdu. Toi, tu n'as rien perdu. J'ai perdu mon fils. Le silence s'est installé à nouveau. Lourd, définitif. Ce petit garçon qui disait « Je t'aime, maman » avant de dormir. Ma voix tremblait. Ce petit garçon qui me faisait des dessins à l'école, qui me serrait dans ses bras quand j'étais fatiguée. Je l'ai perdu. Maman. Et à sa place, j'ai essuyé mes larmes. À sa place, il y a un homme que je ne reconnais plus. Un homme qui voulait voler sa mère. Alejandro a baissé la tête. Mais tu sais ce que j'ai compris? J'ai continué. Oh, que parfois, pour retrouver quelqu'un, il faut d'abord le laisser se perdre complètement. Il m'a regardé, confus.
Je ne peux pas te sauver, Alejandro. J'ai dit doucement. Seulement toi, tu peux le faire. Il est resté silencieux un long moment. Puis, il s'est levé lentement. Je vais y aller. Où vas-tu dormir ce soir? Je ne sais pas. Il a haussé les épaules. Chez un ami, peut-être. Ou dans la voiture. Alejandro? Quoi? J'ai hésité. Puis j'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Je t'aime. Malgré tout. Je t'aime. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé. Mais je ne peux pas t'aider. Pas comme tu le voudrais. Il a hoché la tête, sans un mot. Puis il est parti. La porte s'est refermée doucement. Je suis restée seule dans le silence. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas de colère, pas de regret. Juste de tristesse pure. La tristesse d'une mère qui voit son enfant souffrir. Mais qui sait qu'elle ne peut rien faire? Parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser tomber assez bas pour qu'il apprenne à se relever seul. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été silencieuses. Alejandro n'est pas revenu. Pas de message, pas d'appel, rien. Juste le silence. Un silence qui, au début, me pesait. Puis, peu à peu, est devenu supportable. Je travaillais, je rentrais, je vivais. Simplement, un mardi matin, Madame Rousseau m'a tendu une enveloppe. C'était dans la boîte aux lettres de la bibliothèque. Pour toi. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Celle d'Alejandro. Je suis allée dans la salle de repos. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre. Une seule page. Maman, je ne sais pas par où commencer. Ces dernières semaines ont été les pires de ma vie. J'ai dormi dans des voitures, mangé dans des soupes populaires, demandé de l'aide à des gens qui m'ont ri au nez. J'ai touché le fond. Et tu sais ce que j'ai découvert au fond? Que tu avais raison. Surtout, j'étais devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un d'égoïste, de cupide, quelqu'un capable de voler sa propre mère. Je ne te demande pas de me pardonner, je n'ai pas le droit, mais je voulais que tu saches quelque chose. Hier, j'ai trouvé un travail. Livreur, la nuit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Je ne vis plus à Paris. Je suis partie à Lyon. Un nouveau départ. Peut-être qu'un jour, dans des années, je serai devenue quelqu'un dont tu pourras être fier. En attendant, merci. Merci de ne pas m'avoir sauvée. Merci de m'avoir laissé tomber assez bas pour que je comprenne. Je t'aime, maman. Ton fils, Alejandro. J'ai relu la lettre 3 fois. Les larmes coulaient sur mes joues. Pas de tristesse, de soulagement. Mon fils n'était pas perdu. Pas complètement. Il avait juste besoin de se perdre pour se retrouver. Ce soir-là, j'ai pris la photo d'Alejandro enfant. Je l'ai remise à sa place, face visible, parce que ce petit garçon innocent, était peut-être en train de revenir, lentement, douloureusement, mais il revenait. Et moi, j'avais fait ce que je devais faire, non pas ce qui était facile, mais ce qui était juste. Parfois, une mère doit choisir, entre l'amour qui sauve et l'amour qui libère. J'avais choisi le second. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, je dormais en paix. 2 mois ont passé depuis la lettre. 2 mois où j'ai appris à vivre avec cette nouvelle réalité. Mon fils était parti, loin, à Lyon. Mais pour la première fois, je sentais qu'il était sur le bon chemin. Un samedi matin de décembre, j'ai pris le train pour Bordeaux. Sophie Marchand, de la Fondation Les Racines Oubliées, m'avait invité à visiter la nouvelle maison d'accueil, celle que ma donation avait permis d'ouvrir. Le trajet a duré 3 heures. J'ai regardé la campagne française défiler par la fenêtre, les champs vides, les arbres nus, l'hiver qui s'installait. Mais dans mon cœur, c'était le printemps. Sophie m'attendait à la gare, une femme de 40 ans, souriante, chaleureuse. Madame Santos, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Nous avons pris un taxi jusqu'à la maison d'accueil. C'était un bâtiment ancien, rénové avec goût. 3 étages, des fenêtres lumineuses. Un petit jardin à l'arrière. Sur la façade, une plaque en bronze. Maison Valentina. Pour ceux qui ne sont jamais seuls, j'ai posé ma main sur la plaque. Les larmes sont montées. C'était une surprise. Sophie a dit doucement. Nous voulions que votre nom reste. Pour toujours. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Venez. Il y a des gens qui veulent vous rencontrer. Nous sommes entrés. Le hall était chaleureux. Des fauteuils confortables. Des plantes vertes. Des tableaux au mur. De la musique classique en fond sonore. Rien d'institutionnel. Rien de froid. Cela ressemblait à une maison.
Une vraie maison. Sophie m'a guidée vers le salon principal. 15 personnes âgées étaient installées là. Certaines lisaient, d'autres jouaient aux cartes. Une femme tricotait près de la fenêtre. Tout le monde, Sophie a annoncé. Voici Madame Valentina Santos. Les visages se sont tournés vers moi, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont applaudi, lentement, doucement, mais avec une telle sincérité que mon cœur s'est serré. Merci, madame. Un vieil homme s'est levé. Il devait avoir 80 ans. Grâce à vous, j'ai un toit. Grâce à vous, je ne suis plus seule. Une femme a dit, les larmes aux yeux. Grâce à vous, je peux finir ma vie dans la dignité. Un autre homme a ajouté. Je ne pouvais plus parler. Sophie m'a guidée vers un fauteuil. Je me suis assise, submergée par l'émotion. Une femme s'est approchée. 70 ans environ. Cheveux blancs, regard doux. Je m'appelle Marguerite. Elle s'est assise à côté de moi. J'étais à la rue avant de venir ici. À la rue? Oui. Elle a souri tristement. Mes enfants, ils ont vendu la maison familiale après la mort de mon mari. Ils ont pris l'argent, et moi, ils m'ont mise dehors. Mon cœur s'est brisé. J'ai dormi dans les gares pendant 6 mois. Elle a continué, jusqu'à ce que Sophie me trouve. Elle m'a amenée ici. Elle a pris ma main. Vous m'avez sauvé la vie, madame. Non, Si. Elle a serré ma main. Vous ne le savez peut-être pas. Mais ce que vous avez fait, c'est plus grand que l'argent. Vous nous avez rendu notre humanité. J'ai passé l'après-midi avec eux, j'ai écouté leurs histoires. Celle de Robert, 82 ans, abandonné par ses 3 fils après qu'il a refusé de leur donner sa retraite. Celle de Jeanne, 76 ans, chassée par sa fille qui voulait son appartement. Celle de Paul, 79 ans, oublié dans un hôpital pendant 2 ans parce que personne ne venait le chercher. Tant d'histoires, tant de douleurs, tant de solitude. Et je comprenais maintenant. Je comprenais pourquoi j'avais fait ce choix. Pas pour punir Alejandro, mais pour sauver ces gens qui, comme moi, avaient tout donné à leurs enfants, et qui, comme moi, avaient été abandonnés. Le soir, avant de partir, Sophie m'a montré un registre. Regardez, depuis que nous avons ouvert, nous avons reçu 150 demandes. 150 personnes qui veulent une place ici. 150? Oui, elle a fermé le registre. Votre donation a permis d'accueillir 15 personnes, mais il y en a tellement d'autres. Tellement. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur Bordeaux. Sophie? Oui? Comment on fait? Pour les autres? Elle a souri. On continue. On cherche des donations. On sensibilise. On espère. Elle m'a regardé. Et grâce à des gens comme vous, Madame Santos, on y arrive, petit à petit. Dans le train du retour, j'ai pensé à Alejandro, à sa lettre, à son nouveau départ à Lyon. Et j'ai compris quelque chose. En refusant de le sauver, j'avais sauvé 15 personnes. Et peut-être que je l'avais sauvé lui aussi. Parce qu'aujourd'hui, il travaillait honnêtement. Il vivait simplement. Il apprenait. Ce que l'argent ne lui aurait jamais enseigné. Le lendemain matin, en arrivant à la bibliothèque, Madame Rousseau m'a tendu un journal. Tu as vu ça? C'était Le Parisien, page économie. Un article sur les faillites personnelles à Paris. Et là, en plein milieu, une photo. Alejandro. Le titre disait « Ils ont tout perdu et recommencent. Portrait de la résilience ». J'ai lu l'article en tremblant. Alejandro Santos, 35 ans, ancien consultant financier, a perdu son appartement et sa carrière il y a 3 mois suite à des dettes de jeu et d'investissement hasardeux. Aujourd'hui, il travaille comme livreur à Lyon et suit une thérapie pour addiction au jeu. J'ai touché le fond, confie-t-il, mais c'était nécessaire. J'ai compris que j'avais construit ma vie sur du sable. Aujourd'hui, je reconstruis, lentement, honnêtement. Alejandro espère un jour ouvrir une association pour aider les jeunes entrepreneurs à éviter les pièges de la surconsommation et de l'endettement. J'ai relu l'article 3 fois. Mon fils parlait publiquement, de ses erreurs, de sa chute, de sa reconstruction. Il n'avait plus honte, il apprenait. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre, une seule page. Mon fils, j'ai lu l'article. Je suis fier de toi, non pas pour ce que tu as accompli, mais pour ce que tu es devenu. Un homme qui assume, un homme qui apprend, un homme qui veut t'aider. Continue. Je t'aime, maman. Je l'ai envoyé à l'adresse qu'il avait mise sur sa lettre, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que la justice
La vraie justice n'était pas dans la punition, elle était dans la transformation. Mon fils avait tout perdu, mais il était en train de tout retrouver. Pas l'argent, pas le confort, mais lui-même. Et moi, j'avais donné 2 700 000 €. Mais j'avais reçu quelque chose d'inestimable. La paix, la certitude d'avoir fait ce qui était juste, même si c'était douloureux, même si personne ne comprenait. Parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est avoir le courage de le laisser tomber, pour qu'il apprenne à voler seul. 6 mois ont passé. L'hiver a laissé place au printemps. Paris s'est réveillé. Les arbres ont bourgeonné. La vie a continué. Et moi, j'ai appris à vivre avec cette nouvelle version de moi-même. Une femme de 62 ans, seule, mais en paix. Un dimanche matin d'avril, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Et là, devant moi, Alejandro. Mais pas l'Alejandro que j'avais connu. Il portait un jean simple, un pull gris, des baskets usées. Ses cheveux étaient courts, propres. Son visage était calme, reposé. Dans ses mains, un bouquet de marguerites. Pas de roses, pas de lys. Des marguerites simples. Bonjour, maman. Ma voix s'est coincée dans ma gorge. Alejandro, je peux entrer? Je ne resterai pas longtemps. Je sais que je n'ai pas le droit de... Entre. Nous nous sommes assis. Lui sur le canapé, moi dans mon fauteuil. Le silence n'était plus lourd. Il était différent. Comment vas-tu? J'ai demandé. Mieux. Il a souri. Un vrai sourire. Beaucoup mieux. Tu vis toujours à Lyon? Oui. J'ai un petit studio. 20 mètres carrés. Il a ri doucement. Rien à voir avec mon ancien appartement. Mais c'est chez moi. Je le paie avec mon travail. Tu es toujours livreur? Non. Enfin, plus seulement. Il a posé les marguerites sur la table. J'ai monté une petite association pour aider les jeunes endettés. Je fais du bénévolat 3 soirs par semaine. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Et financièrement, je gagne le SMIC. Il a haussé les épaules. Mais je n'ai plus de dette. J'ai négocié un plan de remboursement sur 10 ans. Je paie 200 € par mois. C'est gérable? Et tu es heureux? Il a réfléchi un long moment. Je ne sais pas si je suis heureux. Il a dit finalement. Mais je suis serein. Pour la première fois depuis des années. J'ai hoché la tête. Maman. Il s'est penché vers l'avant. Je suis venu te dire quelque chose. Quoi? Merci. Merci? Oui. Ses yeux brillaient. Merci de ne pas m'avoir donné cet argent. Le silence s'est installé. Si tu me l'avais donné, il a continué. Je l'aurais perdu. En 6 mois. 1 an maximum. Parce que je n'avais rien compris. Je ne savais pas la valeur de rien. Je sais. Mais en perdant tout, il a essuyé une larme. En perdant tout, j'ai appris. J'ai appris ce que c'était de travailler pour 1 €, de compter ses courses, de choisir entre acheter du pain ou prendre le métro. J'écoutais, silencieuse. J'ai appris ce que tu as vécu pendant 35 ans. Sa voix tremblait. Et je ne te l'avais jamais demandé. Jamais. Alejandro, non, laisse-moi finir. Il a pris une profonde inspiration. La semaine dernière, j'ai rencontré un homme à l'association. Il a 30 ans. Il est endetté de 100 000 €. Et tu sais ce qu'il a dit? Quoi? Que sa mère pourrait l'aider, qu'elle a de l'argent, mais qu'elle refuse. Alejandro m'a regardé. Et tu sais ce que j'ai répondu? Je secouai la tête. Je lui ai dit, ta mère est courageuse. Elle t'aime assez pour te laisser tomber. Une larme a coulé sur ma joue. Parce que c'est ce que tu as fait, maman. Il a dit doucement. Tu m'as aimé assez pour me laisser tomber. Il s'est levé, est venu s'asseoir à côté de moi. Je ne te demande rien. Il a pris ma main. Je ne veux rien. Je voulais juste que tu saches que tu as eu raison. Surtout. Tu ne m'en veux plus? T'en vouloir? Il a ri. Maman, tu m'as sauvé la vie. En ne te sauvant pas. Exactement. Il a serré ma main. En ne me sauvant pas. Nous sommes restés silencieux un long moment, juste assis côte à côte. Une mère et son fils. Retrouvés. Pas comme avant. Différents. Mais vrais. Et ces gens, il a demandé finalement. À Bordeaux. Dans la maison. Tu les as revus? J'y vais 1 fois par mois. C'est bien. Il a souri. C'est vraiment bien. Tu veux voir des photos? Oui. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Marguerite, Robert, Jeanne, Paul, tous les résidents. Il regardait chaque photo attentivement. Ils ont mon âge, certains. Il a murmuré. Ils pourraient être mes grands-parents. Et ils ont été abandonnés. Oui.
J'allais faire la même chose. Il a dit doucement. Te laisser sans rien. Te jeter comme eux ont été jetés. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu m'en as empêché. Non. J'ai soutenu son regard. J'ai juste refusé de participer. Le reste, c'était toi. Ton choix. Ta transformation. Il est resté encore 1 heure. Nous avons parlé de tout, de rien, de la vie, du travail, de Paris, de Lyon. Pas une seule fois, il n'a mentionné l'argent. Pas une seule fois, il n'a demandé quoi que ce soit. Il était juste là, mon fils. Enfin, avant de partir, il s'est arrêté à la porte. « Maman, je peux revenir ? Parfois ? Toujours. Même si je n'ai rien à t'offrir, tu m'offres l'essentiel. » J'ai souri. « Toi. » Il m'a embrassé. Sur le front, doucement. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. » Il est parti, et je suis restée là, debout dans l'encadrement de la porte, le regardant descendre l'escalier. Et pour la première fois depuis 1 an, je me suis sentie complète. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Sophie, de la Fondation. « Madame Santos, je vous appelle pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. »« Quoi ? » ?»« Nous avons reçu une donation aujourd'hui. Anonyme. »« Combien ? » ?»« 50 €. » J'ai souri. 50 €, c'est beaucoup pour certaines personnes. Oui, mais ce n'est pas tout. Elle semblait émue. Il y avait un mot avec le chèque. Un mot ? Oui. Il disait « Ma mère m'a appris que donner, c'est recevoir. Voici mes premiers 50 € honnêtes. Les premiers d'une longue série, je l'espère. » Mon cœur s'est arrêté. C'était signé. Un fils reconnaissant. J'ai fermé les yeux. Alejandro. Mon fils avait donné 50 €. 50 € qui, pour lui, représentèrent peut-être 1 semaine de course, mais qu'il avait choisi de donner, pour continuer ce que j'avais commencé. « Madame Santos, vous êtes là ? » ?»« Oui, je suis là. Je voulais que vous le sachiez. Merci, Sophie. Merci. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à tout ce chemin, à ce samedi où Alejandro était venu me dire qu'il allait prendre mon salaire, à ma décision de donner l'héritage, à sa chute, sa transformation, son retour. Et j'ai compris quelque chose. La vie ne punit pas. La vie enseigne. Mon fils avait perdu 320 000 € de dette, mais il avait gagné quelque chose d'inestimable, sa dignité, sa paix, sa liberté. Et moi qui avais donné 2 700 000 €, j'avais reçu bien plus. Mon fils, retrouvé, 15 personnes âgées, sauvées, et cette certitude profonde que parfois le plus grand acte d'amour, c'est de lâcher prise. Elle m'avait traitée de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Non, ce n'était pas mon histoire. Mon histoire était différente. Elle disait « Tu vas payer pour ça ». Mais la vie lui a appris que payer, ce n'est pas toujours perdre. Parfois, c'est gagner tout ce qui compte vraiment. 1 an a passé depuis ce dimanche où Alejandro est revenu. 1 an où tout a changé. Non pas dans les apparences. Mon appartement est toujours le même. Mon travail aussi. Ma routine. Mais à l'intérieur, tout est différent. Je suis assise dans mon fauteuil en velours bleu. La même tasse de thé sur la table basse. La même photo d'Alejandro enfant à côté. Mais aujourd'hui, il y a une 2e photo. Une photo récente. Alejandro et moi, prise il y a 3 semaines à Bordeaux, devant la maison Valentina. Nous sourions tous les deux. Un sourire vrai, apaisé. Le sourire de 2 personnes qui se sont perdues et qui se sont retrouvées. Alejandro vient me voir 1 fois par mois maintenant. Parfois 2. Il prend le train de Lyon, arrive le samedi matin, repart le dimanche soir. Nous parlons, nous rions. Nous cuisinons ensemble. Il me raconte son travail, son association, les gens qui l'aident. Et moi, je le regarde. Cet homme de 36 ans qui ressemble de moins en moins à celui qui voulait voler ma vie, et de plus en plus au petit garçon que j'ai élevé. La semaine dernière, il m'a dit quelque chose. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. De joie cette fois. Quelqu'un ? Elle s'appelle Claire. Elle est infirmière. Il rougissait. Elle ne gagne pas beaucoup. Comme moi. Mais elle est réelle. Tu comprends ? Oui, je comprends. Elle sait tout. Pour mes dettes, pour ma chute, pour ce que j'ai fait. Il m'a regardé. Et elle est restée. Alors c'est la bonne. Tu veux la rencontrer ? J'adorerais.
Il viendra la semaine prochaine avec elle, et je sais déjà que je vais l'aimer, parce qu'elle a vu mon fils au fond, et elle l'a aimé quand même. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Marguerite, la femme de la maison Valentina, celle qui dormait dans les gares. Chère Valentina, je vous écris pour vous dire merci. Grâce à vous, j'ai fêté mes 71 ans entourée de gens qui sont devenus ma famille. Mes enfants ne m'ont pas appelée, comme d'habitude. Mais je n'ai pas pleuré, parce que j'ai compris quelque chose. La famille, ce n'est pas toujours le sang, c'est ceux qui sont là, ceux qui restent. Vous m'avez appris ça. Merci de m'avoir donné une maison. Mais surtout, merci de m'avoir rendu ma dignité. Avec toute ma reconnaissance, Marguerite, j'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, de gratitude, parce que cette femme que je ne connaissais pas il y a 1 an, m'avait appris quelque chose d'essentiel, que parfois, nos plus grandes douleurs servent à soulager celles des autres. Hier, Sophie m'a appelé. Madame Santos, nous avons une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Excellente. Elle riait. Un entrepreneur anonyme a fait une donation de 500 000 € à la fondation. 500 000? Oui. Il a dit que votre histoire l'avait inspiré, qu'il voulait aider. Nous allons pouvoir ouvrir 2 nouvelles maisons, à Marseille et à Lille. Mon cœur s'est gonflé. C'est merveilleux. Madame Santos, votre choix a créé une chaîne. Sa voix était émue. Une chaîne de générosité, de dignité, de transformation. En raccrochant, j'ai compris. Mon sacrifice n'avait pas été vain. Il avait été la première pierre d'un édifice plus grand que moi. Ce soir, je suis allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir. Je pense à cette journée, il y a 1 an, ce samedi où tout a basculé. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je changerais quelque chose? Non, pas un instant, pas un choix, parce que ce chemin douloureux, solitaire, incompris, m'a mené ici, à cette paix, cette sérénité, cette certitude d'avoir fait ce qui était juste, même quand c'était difficile, même quand personne ne comprenait, même quand mon propre cœur saignait. J'ai 63 ans maintenant. Je travaille encore à la bibliothèque. Je vis dans mon petit appartement. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis riche de cette paix intérieure que l'argent ne peut pas acheter. Riche de savoir que 15 personnes dorment ce soir dans un lit chaud grâce à moi. Riche de voir mon fils transformé, debout, honnête. Riche de cette leçon que la vie m'a enseignée, que l'amour véritable, ce n'est pas donner ce que les gens veulent, c'est donner ce dont ils ont besoin, même si ça fait mal, même si on ne comprend pas sur le moment, même si on nous traite de folles. Parce qu'un jour, ils comprendront. Et ce jour-là, tout aura eu un sens. Si mon histoire vous touche, si vous avez déjà dû faire un choix difficile entre sauver quelqu'un et le laisser apprendre, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreuses mères, nombreuses femmes, nombreuses personnes, à avoir choisi la dignité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que l'illusion, l'amour dur plutôt que l'amour aveugle. Et c'est correct, c'est même courageux. Alors si vous m'écoutez ce soir, si vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, vous avez fait le bon choix. Et un jour, vous le saurez. Comme je le sais aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.